bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont Nathan et Vincent de la feuille de match. Comment ça les gars? Pour le milieu de terrain. Là, je sais plus ce qu'on est là. On pense les blessures, on compte les morts tombés au combat, je sais pas là, mais les fautes de tiroir, hein, clairement, on racle. Non, pas les fonds de tiroir, les vrais seulement. Oh, merci. Et à la technique, on a toujours notre jeune pouce et notre meilleur technicien du moment. Il reste titulaire vu sa forme mémorable. C'est Elliot. Comment il va, Elliot? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va. Allez les gars, au programme de cette émission, pas mal de petites news autour du club, le résultat des jeunes et des féminines par Nathan, le retour de TFC, ce sera par Vincent exceptionnellement ce soir. On fera ensuite une petite pause musicale et on aura le plaisir de recevoir un compte Twitter de New York, donc le Petit Chamois, qui viendra nous présenter le club de New York. Donc ça sera après la pause, donc vers 20h30, 20h35, et on finira par un petit quiz. Tu l'as retrouvé? Le quiz? Oui. Ouais, dans ma poche là, mais je le sors pas parce qu'il y a des. Il y a des yeux. Ouais. Les gars, c'est la 132e, si je dis pas de bêtises. Tout pile. Exactement. Vous pouvez bien sûr réagir sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, et particulièrement sur le Facebook Live. Vincent, qui est à mes côtés, vous répondra en direct et lira vos messages. Et après sur Twitter, sur le deuxième foot, tout simplement, ou même en DM sur Insta. N'hésitez pas sur la feuille de match. On va commencer cette émission avec pas mal de petites news. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Très réactif le jeune homme. Ouais, il est bon, il est très bon. C'est pas le moment de mettre un taquet sur Mathis qui n'est pas là? Ah si. Mais t'as oublié un truc, j'avais bien dans le programme. C'est vrai. Mathis, on t'embrasse, bien sûr. Ne reviens pas trop vite. Pour une émission de qualité, on préfère Elliot. Allez, on y va, on enchaîne pour cette émission. On va parler des news. Petite news un peu... C'est pour faire parler, on va pas se mentir. Hein. C'est l'anniversaire de Ratao aujourd'hui, messieurs. Donc 26 ans. On va lui chanter un joyeux anniversaire. Allez. Attention, point racine dans 3, 2, 1. Comment on dit anniversaire en portuguais? Ouais, je sais pas. Voilà, bien. Merci. Écoute, pas même. Pour de vrai? Bah oui. Oui. Joli. Non, j'ai mis cette petite news parce que j'ai vu des petits débats un peu partout. Ouais, j'ai vu des petits débats chez certains supporters. Que pensez-vous, vous, de l'arrivée de Ratao depuis qu'il joue au TFC? C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un bon début, ça. C'est un joueur assez surprenant, on va dire. On l'a vu face à Auxerre où il est capable de coups de génie. Ça peut être un joueur qui peut apporter un petit peu de folie aussi dans les fins de match. Là, il a fait quelques matchs où il était un petit peu plus en dedans, où il nous a un petit peu déçus, même contre Trélissa, comme on va en parler après, où c'est un petit peu brouillon, où on voit qu'il cherche des fois à en faire trop. Mais je pense que voilà, ça va être un super sub, un peu à l'image de Ado aussi, qui peut débloquer des fins de match. Mine de rien, il a beaucoup d'expérience, qui va pouvoir apporter cette année, et il sera utile, il sera décisif, je pense, pour la fin d'année aussi, quand on aura besoin de faire souffler un peu des joueurs devant. C'est d'accord, oui. En tout cas, c'est un joueur important dans la rotation de l'effectif. Un peu comme Mbayo l'an dernier qui a mis un peu de temps à décoller, qui finalement s'est retrouvé très précieux au moment où on avait besoin de faire souffler devant. Il a pris ses repères. Je trouve qu'au final, il a pris assez vite parce qu'il avait quand même pas trop de temps de jeu. Il nous a fait quelques performances intéressantes. On sent un gros potentiel. On sent aussi quand même le joueur fantasque qui est capable de nous faire un coup de génie comme passer à travers du match. Il y a un petit côté Braten chez lui, je trouve. Mais dans le sens de fulgurance, où on sait que je pense pas que ce soit le gars qu'on aura. Enfin, quand on a besoin de sauver un match à chaque fois, ce sera pas lui, mais de temps en temps, je pense qu'il va faire le taf et vraiment nous faire vibrer. Il a le profil type du joueur brésilien qui est capable de tout et qui est, comme tu l'as dit, qui peut aussi passer un peu au travers. On n'oublie pas Louane. Putain. C'est le jour 1, pardon, excusez-moi. Oh, joli. J'ai honte de moi. Joli. Bon, en tout cas, on lui souhaite un joyeux anniversaire à notre ami Ratao. Ouais. Vas-y. Je voulais pas changer ton programme, il y a Amaury qui soulève un scandale sur le Ballon d'Or. Je sais pas si vous avez vu sur le Facebook Live. Amaury qui nous dit pour mettre l'ambiance directe, je tiens à dire que le Ballon d'Or est un scandale. Je veux dire, Sanogo n'est même pas dans le classement. Je voulais vous faire réagir là-dessus. Mais il était sélectionné, mais il est tombé en arrivant. Il a glissé vers le fond, ouais. Ce qui est dommage. À ça après, hein, franchement. Ouais. Il a touché le Ballon d'Or et puis non. Non, mais il a glissé devant et il s'est ramassé.
En parlant du Ballon d'Or, belle transition, mon petit Vincent. Hier soir, il y avait la cérémonie. Bon, on n'en parlera pas parce que ça ne nous intéresse pas. De toute manière, Ricci n'était pas sélectionné, c'est un scandale. De toute façon, les vrais, regardez le tirage de la Coupe de France. Exactement. Mais les violets.com ont décidé d'élire le violet de 2021. Je trouve l'idée plutôt bonne. Je trouve la sélection, par contre, très bizarre. Donc, je vais vous donner leurs 10 nominés. On a Max Dupé, Daver Machado, Mike Dessler, Amin Adli, Manu Koné, Bakun Bayo, Ricilé, Van Den Boomen, Brest Dejagereux et Nathan Ngoumou. Pourquoi je la trouve bizarre? Parce qu'elle cumule un peu les deux saisons. Donc, bon. Oui, sur l'année civile, après, Oh, c'est normal aussi, sur l'année civile. Ouais, mais sur l'année civile, on ne sait pas ce qu'a fait Dessler de janvier à juin. Personne ne le connaissait, tu vois. Bah après, sur l'année civile au TEF, tu vois, au final, Ouais, si un pourquoi pas. Bon. si un Adli y est, pourquoi un Dessler n'y serait pas? Il a joué autant. Non mais bien, mais oui, Mais bien sûr. oui, mais l'initiative est Elle est bonne bonne. et Ouais. ça peut nous faire réfléchir. Et les gars, là, comme ça, déjà, pour moi, je trouve qu'il y a un absent. Mais vous allez peut-être me dire pour qui vous votez ou qui vous défendez. Là, sur la liste des joueurs qui a été citée, il y a quand même, par exemple, on va prendre l'exemple d'un De Jagereux qui a connu une fin d'année plutôt bonne l'an dernier, avec c'était quand même lui le leader, et un Van Den Boomen qui était un peu plus en dedans, et là ça s'est inversé. Donc ça fait qu'il y a eu 2 demi-saisons aussi où ils se sont croisés, on va dire où ils se sont un peu passé les rôles de leader de cette équipe toulousaine. Donc c'est compliqué d'en élire un sur l'année civile. Ouais. Pareil, Machado qui fait 6 mois, là, je dirais, il fait 6 mois en 2021 et puis il part après. Donc on va dire dans la régularité, je partirais sur Ricilé qui est quand même qui a fini avec 15 buts l'an dernier, puis cette année qui est quand même meilleur buteur de Ligue 2. Donc on va dire dans la régularité, dans ce qu'il apporte au TF, je dirais il est, même s'il y en a tous ceux qui ont été cités ne déméritent pas. Dupé aussi, Dupé qu'on a tendance à oublier, mais qui fait le taf. Très peu d'erreurs, mis à part, on va dire, l'erreur qu'il peut faire contre Sochaux, mais Oui, bon, ça arrive. voilà, ça arrive. C'est quand même une valeur solide aussi, donc Coupé mérite aussi. Après, voilà, c'est vrai que le fait qu'il y ait des demi-saisons, c'est vrai que ça coupe un peu le truc de se dire qu'on ne juge pas sur une année civile entière, quoi. Oui, surtout qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ces joueurs-là au final. Il y a plus de la moitié qui ont fait qu'une demi-saison quand on regarde l'effectif. Même Ngoumou qui n'a pas trop joué l'an dernier. Bayo, Koné, Adli, Dessler, Machado ont voyagé aussi. Après voilà, moi je vais être un peu comme les supporters du Barça qui aujourd'hui célèbrent quand même le Ballon d'Or de Messi. Moi je mettrais bien Machado même s'il est parti, histoire de un dernier hommage quoi. Puis ça peut compenser ces difficultés actuelles. Après voilà, je sais pas, c'est un joueur qui manque encore aujourd'hui quand même. Ah, ben ça. Ouais, on reviendra en janvier, l'absence peut-être, de hein. Spearings, ça choque personne. Ouais, écoute, il y avait déjà 2 Hollandais sur 3. Après je suis pas raciste, mais bon, faut faire plaisir à tout le Hollandais monde. sur 3, il est où ton deuxième Hollandais là? Flamand, pardon. Il y a Van Den Boomen et Bibi. Oui, je suis raciste, n'oubliez pas. C'est vrai de le voir absent, surtout que personnellement, je trouve qu'il a autant apporté que Koné. Par exemple. Koné, il fait 3 mois l'année Voilà, dernière. Koné fait 3 mois et il est souvent remplaçant aussi. Bah Koné. ouais. Donc, Il fait une grosse fin de saison, mais Spearings Ouais. sur la saison de l'année dernière est très bon. Monsieur 100% sur enfin 90% sur le penalty. Cette année, il est quand même. Il est pas peut-être pas aussi exceptionnel, mais il est quand même très bon aussi. Enfin, je trouve ça dommage qu'il soit pas cité dans les 10. Elliot, qu'est-ce que t'en penses toi de ces 10 violets là? Après, Vincent nous donnera des petits avis. Je pense que la liste est plus ou moins complète. Hein. Enfin, C'est cohérent. ouais, c'est cohérent. Après, comme tu disais, Spearings, peut-être qui manque à la liste. Il a fait quand même une grosse saison en tant que c'est milieu défensif. Ouais, ouais. Mais après, si je devais donner mon avis sur le joueur en lui-même, je dirais Machado, parce qu'il a été étincelant l'année dernière. Mais sur la régularité, ou enfin sur le long terme, je dirais plus il est. Ouais. Je vais pas te mentir, je pense que c'est lui qui va tenir la corde parce que c'est lui. Lénard, il fait quand même une belle saison. Cette année, il est strato aussi avec nous. Donc, je sur pense l'année que- civile, si Van Den Boomen fait la même demi-saison, c'est Van Den Ouais, Boomen, c'est vrai, c'est vrai. Vincent, Ouais, pas mal qu'est-ce de. que disent les peuple. supporters, le peuple violet? Que nous dit le peuple violet? Alors pour Anaïs, c'est Adli où il est. Pour Bastien, c'est il est. Décisif et régulier, c'est un commentaire. Pour Diane, c'est il est aussi. Amaury aussi, c'est il est. C'est un peu l'âme de l'équipe, je trouve. Sur la saison dernière, c'est De Jagereux pour moi, mais selon les critères Ballon d'Or, ça serait il est ou Sana. Sana. Ici de Sana. Après, on connaît Amaury, donc on demandera des précisions. Et on a Oxens qui nous souhaite bonne émission. Comme d'habitude, il est à contre-temps. On l'embrasse, bien sûr. On ne sait pas pourquoi il n'est pas venu d'ailleurs. Ce soir. Il n'a pas envoyé de mots d'excuses. Les parents n'ont rien signé. Donc, Il n'avait pas la permission, il n'avait pas le couvre-feu, tout ça.
Du coup, toi, tu m'as dit Machado, Elliot. Machado, où il est? Nathan, tu m'as dit quoi? Moi, j'ai dit il est. Il est, ouais, Il est où Dupé? Il est où Dupé? Dupé, ouais, ce serait aussi Vérité par rapport à ce qu'il fait aussi au club depuis qu'il est arrivé. Adli, oui, parce qu'il a été strato l'année dernière et qu'il a été meilleur joueur de Ligue 2 et que oui. Koné, non. Pour moi, je trouve que 3 mois, ça suffit pas. Bayo, bon, d'être cité, c'est déjà très bien. Van Den Boomen, il est, par rapport à la continuité, ça reste cohérent. Je pense que peut-être Rhys, hein, il y a quand même de fortes chances que ça soit lui. En tout cas, pour avoir voté, et quand il y a eu les votes, il avait une très large avance. Tu veux l'explication d'Amaury sur Sana? Oui. C'est dans le sens sur les critères Ballon d'Or, donc un petit avec une bonne bouille, tout simplement. D'ailleurs, par de petit avec une bonne bouille, pour Oxens, c'est Iléo Dessler, le ballon d'or violet, j'ai oublié le nom, pardon, le violet d'or. Et pour Dimitri, qui a un commentaire, c'est aussi Ilé. Donc même petit sondage. La marge de violet. Oui, la marge de violet. La marge de violet qui nous disent Ilé. James Ilé recueille beaucoup de votes. On y viendra après à James. En parlant de bonne bouille, de petites frimousse, on a un petit sélectionné UCS France, les gars. Ah, c'est la journée des transitions. Ah, non. Ça se travaille la transition. C'est pour ça qu'on n'est pas journaliste, les gars. C'est un métier, monsieur. C'est pour ça qu'on n'est qu'amateur. Mathis Saka sera sélectionné avec les UCS France. C'est une petite information qui fait toujours plaisir à voir. Ça veut dire que nos jeunes marchent bien. Chaque semaine, tu nous fais le résumé. On va y venir d'ailleurs. Il était personnel avant? Non, c'est pas le même, je pense. Ah. Ouais. Lui, il a une chance de gagner un trophée, quoi. On n'est pas en tradition, mais un van apparemment. Faut pas trop demander non plus. Lâche le micro. Faut pas trop demander non plus. Sidibé, dernière petite news, Sidibé, notre joueur prêté au QRM Quevilly Rouen, ce beau club de Quevilly, qui a été buteur en Coupe de France pour les 64e de finale de la Coupe de France et qui du coup se qualifie pour les 32e. Ils ont gagné 5-0, donc bravo à eux, bravo à Sidibé qui lui par contre s'installe dans le 11 de QRM. Il a eu quand même beaucoup de mal à trouver sa place. Quand on avait discuté effectivement aussi avec Greg, qu'on avait eu par téléphone, il a eu beaucoup de mal à s'imposer, donc c'est bien s'il commence un petit peu à faire du temps de jeu, parce que le but d'un prêt, c'est que le joueur joue. Puis dans tous les cas, même pour lui, qu'il se montre, parce que s'il n'est pas renouvelé... Et Kassongo, Kassongo était blessé. Oui. Mais qui joue peu. D'ailleurs, je crois que Gabrielsen c'est pété aussi. Si je dis pas de conneries, je vais peut-être demander ou vérifier l'info avant que je lance des fausses rumeurs de merde. Mais j'ai cru voir passer ça. Bref, les résumés de nos jeunes et de nos féminines, Nathan. Allez, on a plus de temps. On a un peu de temps. On a du temps, on a toujours du temps super. pour parler de nos jeunes, toujours. Alors, du coup, on va commencer avec ceux qui n'ont pas joué, la N3. Donc, c'était en raison du 8e tour de la Coupe de France. Ils reprennent ce dimanche à 14h30 avec la réception de Balma sur le terrain annexe du Stadium. Match qui s'annonce intéressant pour eux, qui doivent confirmer, pourquoi pas enchaîner une 3e victoire consécutive. Les U17, on va enchaîner avec donc une défaite surprise des U17 à domicile contre Muret. Muret qui était avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et bien on l'a rapporté à la Shkoumoun. Hein. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a un peu chambré, on a dit on va peut-être leur porter l'œil et ça n'a pas loupé. Ouais, ça c'était les U19, mais ouais, pour les U17 aussi. C'était les U19 ça peut s'appliquer. Non, tu verras, les U19, ils n'ont pas déçu. Pievedi Lotta. Donc c'est Mehdi qui était sur place qui nous a fait un petit résumé. Ouais. Donc une première mi-temps assez pauvre au niveau des occasions des deux côtés, avec beaucoup de rythme et beaucoup d'erreurs techniques. Donc deuxième mi-temps où le TF se fait piéger d'entrée par l'attaquant de l'AS Muret. Ensuite, Muret recule trop et le TF pose le jeu et peut en fait se procurer des occasions. Ils ont réussi à égaliser à la 63e par Edjouma. Et ensuite, ça repart en attaque-défense. Sur un contre, ils sont piégés par l'attaquant de Muret. Mehdi qui a été agréablement surpris par le numéro 9 et le numéro 10 de Muret, que je trouvais assez complémentaires. Donc, à mettre en avant, qui ont posé pas mal de soucis au TF. Donc, la fin de match est plus tendue avec pas mal de cartons pour Muret et quelques situations. Mais ça n'a rien changé. Et l'AS Muret s'impose 2-1. Donc Mehdi, elle a été un petit peu déçue par cette génération qu'on vend comme l'une des meilleures. Après c'est sur un match, mais il s'attendait à mieux. Et il a été surpris par le numéro 7, Meshak Nyombo. On avait souvent parlé de lui. Le Florent, quand il donne des infos, il parle souvent de lui. Donc voilà, du coup, il perd. Surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le bon sens, ouais. Qui a été, on va dire, il a pas su en sortir plusieurs joueurs qui l'ont marqué. Peut-être qu'ils sont passés aussi à travers de leur match, ça arrive. Il a trouvé assez bon sur ce match. Ouais. Mehdi qui n'est plus chroniqueur mais qui devient scout du coup pour la feuille de match. C'est ça, il est scout, il nous donne des petites infos. Donc, à défaut de plus venir à l'émission, il va voir les matchs. Du coup, les U17 ils perdent la tête au goal average. Profite de Montpellier qui a fait un match nul à Bordeaux, actuel 3e.
Ok. Prochain match, c'est un déplacement à l'AC Vedène. Mehdi, t'y vas ou pas? On va l'appeler, on va savoir s'il Je va. pense, Mehdi, il va nous suivre ça, on va lui payer les déplacements. Oula. Alors, on va enchaîner avec les 19, donc voilà, on leur a pas porté l'œil parce qu'ils ont gagné 6-0 Ah. à Bon, Pieve ça va. di Lotta. Tu kiffes, avoue, Ouais. tu kiffes. Ah, ce sang. Oh là là, c'est le gars qui est fort, qui est bilingual et qui arrive et qui lâche des mots pour montrer son accent. On dirait Macron au G20. Voilà. Oh, calme, pas de politique ici. Là. Donc ils reprennent la tête avec un point d'avance sur Monaco, qui a fait match nul contre Nice, et 3 sur Saint-Etienne, qui compte un match de retard. Donc prochain match pour le TFC, c'est contre Colomiers, donc pas d'accent pour ça. Le dimanche, ou Colomiers, le dimanche 5 à 14h30. Sur l'annexe? Sur l'annexe, ouais, toujours sur l'annexe. Dimanche. Je fais Ouais, quoi dimanche? Ouais, peut-être même que je me chauffe, moi. Et on va terminer avec les féminines, donc pas de match pour la R1 qui a pas pu jouer à cause de la neige à Druel. Donc, Ah ouais. Match reporté. Donc prochain match, c'est... Elles ont fait le DEP? Ouais, je sais pas. Ah, Je tu vois. pense. On dort pas en dep. On dort pas en DEP, exactement. Et on joue pas non plus. On joue pas non plus quand il neige. Non, mais si elles ont pas fait le DEP encore ça, mais si elles sont allées là-bas et la neige ça s'annule, tu te tapes. Je sais pas combien c'est de ruelles, mais c'est à peu près à côté. Ouais, une bonne heure 30, facile. Ouais. Il me semble que c'est vers c'est Tarn-et-Garonne, non? C'est Tarn, pardon. D'accord. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, hein, mais. On va aller vérifier. On va aller donner- Ah, il est bon sur les accents, mais en géographie, c'est pas ça. Dit-il, il a même pas dit où c'était. C'est Ariège, hein, pardon. Une ruelle à Ariège. Ouais, ouais, j'ai eu pied de montagne, donc ouais. Enfin, c'est tôt dans la saison déjà pour avoir ce genre de tracas. Hein. On va pas faire un point météo, mais bon. Non, mais c'est vrai, d'habitude, c'est quand même jamais février qu'il y a plus de galères au niveau neige. Jingle météo, c'est parti. On appelle les musiques des bières. Oh, tu viens de faire bugger là. Le gamin a cherché le jingle là quand même. Faut faire le jingle si vous voulez. Ah, mais au rugby, il y en avait un, donc fais gaffe, on peut en trouver un. Il existait ce jingle en vrai. Attention, je suis fort en transition. En parlant de froid, elles recevront Rodez Ah, Oh. joli. la semaine prochaine. Donc pour un match qui s'annonce palpitant. Froid. Je suis désolé de te couper. J'ai le mot d'excuse d'Oxens qui a contrôle demain à 8h, donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Donc révise bien, Oxens. Et Et Oxens, les études ça sert à rien. On est la preuve vivante que tu peux quand même. Bon, ok, révise. Non, révise. j'ai une dernière news pour les féminines, donc les U19. Ça, c'est la grosse news du week-end. Ouais, la grosse news du week-end. Oula, je bug, tu vois. tellement. Et ça va te faire plaisir parce que c'est une victoire 1-0 contre l'OM. Je- Et là, j'ai vu ton petit sourire. C'était Marseille bébé. Non, c'est Toulouse bébé. Elles ont mis ça sur les réseaux. J'étais là, mais pourquoi elles font ça? Et après, j'ai vu victoire face à Marseille. J'étais là, yes. Donc victoire 1-0 contre l'OM et accession en phase élite avec un but de Sarah Lambert en seconde mi-temps. Donc avec ce succès, les filles elles se qualifient pour la phase élite qui regroupe en fait les meilleures équipes de chaque poule. Ouais, c'est c'est quand même une 8 sacrée clubs performance. nationaux, si je dis pas de conneries. Et, Et ça c'est va cool. aussi en lien avec la déclaration qu'a fait Damien Comoli sur l'objectif en fait de développer la section féminine aussi Tout à fait. au TFC. Donc on en a parlé depuis le début de la saison. On voit que ça roule bien, que ce soit chez les jeunes ou chez les féminines aussi. Donc c'est à mettre en avant que on sent qu'il y a un objectif de développer Ouais. toutes les sections au club. Non, c'est parfait pour nos jeunes filles. C'est très très bien cette phase élite. Vous avez tout le programme. On vous le rappelle vite fait, la N3 qui va recevoir Balma sur le terrain annexe dimanche 14h30. À la même horaire, on aura les 19 face à Colomiers, les 17 eux, ils iront à l'AC Védène et les féminines. On n'a pas mis le prochain calendrier, mais vous pouvez bien sûr le retrouver. Voilà, messieurs, des réactions, pas de réactions, non, on peut enchaîner. Enchaînons. Enchaînons et on va enchaîner avec le retour du match entre le TFC et le TFC. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Vincent, T'as des t'as comptes. fait bosser cette semaine. Eh oui. Cet homme, je pense, va nous faire vibrer plus que sur le match en lui-même. J'ai envie de prendre le micro directement dans les mains pour être encore Mais plus laisse-toi, freestyle. fais-nous un show, Non, mais fais-nous super, un faire un show. freestyle. Je vais te lâcher un rap sur le résumé. Allez. Ou un petit truc. Allez. T'as du Joule? Allez. Je sors d'ici. Allez, dans la fraîcheur périgourdine, compensée par quelques rayons de soleil, à ne pas confondre avec le maillot jaune des Toulousains, le TFC se déplaçait chez le 9e du groupe D de National 2 dans un match que tout pourrait qualifier de match piège. En même temps, quel match n'est pas piégeux en coupe, surtout avec la nouvelle règle qui supprime les prolongations. Le terrain, comme on a pu le voir lors d'un échange Twitter avec le TFC, n'était pas forcément idéal. Le Paris FC valide d'ailleurs ce terrain, mais la buvette par contre était excellente, comme nous a confié le committee manager du TF. 7 sur 10 je crois qu'il a mis à la buvette. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez un match de National 2 à aller voir vers Périgueux, revenez quand même au stadium, c'est cool. Ce match-là, on l'a fait tourner un petit peu, mais il y avait quand même une équipe solide, 100% de pro, un 4-3-3 avec Peterson dans les cages, Dessler, Costa, Nicolaisen, Sana.
Le trio du milieu, donc on a remplacé le trio Batave par le collectif métissé. Allez, MV Jean Rosquita. Non, censure-le, Ah, Elliot. avec Quand la il commence à pépite sur le bégayer comme côté. ça, faut fermer son micro. Les trois devant, Ratao, Begraoui, Bangré. On a Begraoui qui est toujours dans le cœur d'Auxence, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Allez, notez côté Trélissa, quand même la présence de l'ex-Pichoun, Adel Lembeza, qui dans l'entrejeu, qui a fait un très bon match. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus en profondeur. D'ailleurs, il a souvent pris la profondeur pour n'en déplaise à Costa et Nicolaisen. Les 10 premières minutes sont toulousaines avec les premières actions chaudes, notamment sur coup de pied arrêté, qui auront le mérite de prouver que le gardien local est en grande forme. Nsapou détournera des frappes de Skita, Begraoui, Jean Rouet, Costa dans la première demi-heure. Côté Trélissac, on sort petit à petit de sa moitié de terrain et on se provoque également ses premières occasions sans inquiéter Peterson. Peterson qui a été présent dans le jeu toulousain, il a pas mal joué au pied, il a fait des relances. Il monte en confiance. J'étais le premier à le critiquer. Auxence à Begraoui dans la ligne de mire, toi je sais que t'as Peterson, donc t'entends dire ça, c'est qu'il a fait un bon match. Alors, on a toujours loué son jeu au pied. Et effectivement, moi je trouve qu'il était présent à la relance et qu'il était là pour rassurer sa défense. Parce que c'est pas forcément un match où il avait besoin d'être efficace sur sa ligne. Il avait plutôt besoin de faire monter le bloc et donc faire gagner du terrain aux Toulousains, vu qu'on avait un gros pressing de Trélissac, vu que le jeu c'est de choper les prolongations. Même scénario en début de seconde mi-temps. Le nul semblait toujours logique à ce moment-là. Une pression jaune qui s'estompe au bout de quelques minutes. Montagnier se décide à faire du changement à l'heure de jeu. Ngoumou Ilé remplace Jean-Ro et Ratao. Le match s'emballe ensuite à la 65e minute quand Trélissac obtient un pénalty sur une faute de Nicolaisen par l'intermédiaire de Luis Miguel, fraîchement rentré et qui convertit son pénalty pour devenir aussi populaire que Eder dans nos cœurs. Voilà, t'étais pas encore né toi, Elliot, je pense à cette époque-là. Oui. J'ai quelque chose à dire, c'est pas Sana qui fait la faute sur. Si. C'est Sana qui fait la faute. Oui. Ils se ressemblent. Et c'est Ribeiro qui marque, je sais pas s'il s'appelle Luis Miguel Ribeiro, mais. Oui, moi j'ai Luis Miguel. Hein. Personne. Oui, bah, écoute, Trélissac, ils avaient mis qui comme buteur pour le TEF non, c'est sur Flash Résultat, moi, mais après. Oui, c'est vite, ouais. Bon, bref. Bon, on va éviter les fautes. Hein. Du coup, le penalty pour. Première, on te pardonne. C'est toujours compliqué, première fois, comme demandait Ngoumou. Enchaîne. Non, audacieux quand même, le joueur qui vient de rentrer, qui subit la faute. On est en 8e tour de Coupe de France à la maison avec la pression, réussir à marquer. Alors lorsqu'on sait que Peterson en sort 3 2 semaines avant contre une équipe plus faible. Et il le tire. Moi je trouve qu'il le tire très mal. On y viendra après. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, Peterson, il n'y a pas eu de chance sur ce coup-là. Allez, Toulouse ne semble pas trouver la solution. Ado remplace Bangré à 72e et l'égalisation arrive dans la foulée par Costa sur corner. Une nouvelle fois, on prouve notre efficacité sur coup de pied arrêté. Le gardien est battu pour première fois parce que pour le coup, il fait vraiment un match excellent. Déjà 2 semaines avant, le gardien de le bug. De Libourne, pardon, le gardien de Libourne avait été excellent. Le gardien Trélissacois a été vraiment un cran au-dessus. Le TEF met la pression une fois revenu au score. Trélissac finit par céder juste au début du temps additionnel sur une frappe déviée de Ado qui trouve la barre et termine sur la jambe de Hamel qui dévie dans ses cages. C'est un droit de gauche d'ailleurs. Sort jambe gauche. Très très cruel à seulement 5 minutes des tirs au but pour Trélissac et il est celle la marque à la 93e après un numéro côté gauche et une lourde frappe qui vient crucifier le très fringant Nsapou. Ça aura le mérite au moins de conclure, de pas rester sur ça, quoi. Rester sur le coin de son camp, c'est quand même triste. Là, c'est victoire 3-1, donc il y a un peu moins de regrets. Victoire de TFC et qualification dans la douleur et la tension, notamment entre les arbitres et Montagnier. Ouais. Bon résumé de notre cher Vincent. N'hésitez pas à juger pour sa première. Je vais me chercher une bière, je reviens. Les réactions, ce que vous en avez pensé. Match compliqué, messieurs, mais la qualif est au bout. La qualif, ouais. C'est vrai que ça a été un petit peu à l'image du match de Libourne, c'est-à-dire une équipe en face, une équipe de coupe. Trélissac, voilà, qui il y a 2 ans encore, il jouait face à l'OM pendant que nous on était en petit déplacement à Saint-Privé. Voilà, on rappelle. Lacrymo. Non, c'est une vraie équipe de coupe, une équipe voilà qui embête. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le but, je me suis dit que derrière il y allait avoir l'expérience de la Coupe de France pour Trélissac et qu'ils allaient tenir le score. Quand on a vu le coaching de Montagnier derrière, qui a pour moi été la bascule du match avec l'entrée de Van Den Bomen, Ngoumou et il est surtout. Donc ça a été ce qui a dynamisé cette équipe et c'est vrai que le nul était logique. Bon, il y a eu le penalty qui a changé les choses. Péno, pas péno. La faute est con. Très discuté. La faute est con, quoi. Le ballon, il semble depuis l'avoir, mais bon, il rentre dedans, quoi. C'est peut-être une faute qui est... Excellent engagement. Il joue bien le coup quand même, l'attaquant. Qui est plus facilement peut-être accordé à une équipe, l'équipe amateur, l'équipe qui reçoit. C'est
Il n'y a pas scandale pour moi s'il y a faute. Il siffle, pas scandale, mais tu la siffles pas, je sais pas. Oui. En première ligue, ça siffle pas, c'est sûr, mais bon. Ouais. Donc sinon après non, dans le match en lui-même, voilà, ça a été un vrai match de coupe assez engagé. On a fait un super match, un bon début de match où il y a eu quelques petites occasions par l'intermédiaire de Skita qui a été plutôt bon. Même Bangré, la pépite. Même Bangré dans l'entrejeu, ils ont pas été au-dessus du milieu de terrain de Trélissac, mais il y a eu quand même une présence. Mais on a senti en fin de match que l'expérience du banc, l'expérience des joueurs de Ligue 2 qui nous portent depuis le début de la saison, a fait basculer le match. Il n'y a rien eu à dire au final de se dire bon, on met 3 buts en fin de match. Le dernier quart d'heure, ils étaient acculés sur leur but. Voilà, 3 matchs de coupe. On a quand même une équipe remaniée qui est proche d'une N3 plus que d'une Ligue 2. Je suis pas d'accord là. Si on a quand même un effectif, on a quand même des jeux. Quasiment tous, ont joué en Ligue 2 avec du temps de jeu et tout. Pour moi, on a eu des équipes de coupe plus pourries que ça. Vraiment. Oui, mais t'as 4 joueurs qui étaient dans le 11, qui ont joué, qui ont été dans la rotation, qui ont mis le 6-0 Auxerre. Oui. Donc t'as quand même une base de joueurs. Ouais. Je te dis pas le 11, je te dis pas le 11. Je suis assez déçu à ce niveau-là parce que c'est vraiment des joueurs qui avaient tout à gagner avec le temps de jeu qu'ils avaient. Et je trouve que, sans vouloir remettre le coup de l'appeler, Skita a marqué des points sur ce match-là, puisque lui a vraiment saisi sa chance et s'est montré. D'autres étaient plus décevants, Begraoui, Ratao aussi. Jean-Ro était un peu plus décevant aussi. Après, c'est surtout eux qui m'ont marqué. J'ai pas pu voir tout le match. Skita, c'est... Parce qu'on entend beaucoup parler de Skita Nino, là, mais le fameux joueur fantastique, futur ballon d'or. Sur ce match-là, c'est si intéressant que ça, ou c'est juste on y a une putain de hype et on se dit ouais c'est pas mal. Parce que tu vois, par exemple Mvoué, je le trouve, pour l'avoir vu jouer plusieurs fois, je le trouve de plus en plus intéressant. Oui, il y a une progression, c'est vrai que ça peut être comparable sur Skita, la hype comme tu dis qu'il y a dessus. Il a fait ce qu'il avait à faire en fait. Il a pas été flamboyant, il n'y a pas eu non plus tant de déchets que ça. Et Mvoué, il y a peut-être un peu plus d'explosivité sur ce match-là où Mvoué était peut-être un peu plus à la récupération et Skita a eu un peu plus cette projection vers l'avant. Puis Skita l'a moins vu déjà avant dans le début de saison par rapport à Mvoué qu'on a déjà vu, donc il y avait plus d'attente et il s'est montré, c'est correct, c'est pas 20 sur 20 quoi, mais bien sûr. Ouais. Il pourra peut-être gratter un peu plus de temps de jeu sur. Mais pour moi, il n'y a pas un joueur qui s'est vraiment démarqué, peut-être défensivement, peut-être va dire la charnière Costa Nicolaisen qui a été globalement correct, mais sinon après non, il n'y a pas eu de joueur qui a réellement crevé l'écran quoi. Enfin, c'était quand même pour moi ça a été un match moyen de toute l'équipe. Un match de 8e tour de Coupe de France chez un club amateur où tu sais que c'est toujours très compliqué d'aller gagner. Comme j'ai dit, il y a eu un fossé entre les 3 changements qui ont été faits avec la rentrée de Ado, de Ngoumou, de Hilé. Et ça je trouve ça intéressant parce que quand tu as dit ça, il y a des fois des équipes qui sont un peu dans le dur qui font entrer leur titu. Et ça change pas forcément le cours du match. Là, pour le coup, l'entrée d'Ngoumou, Hilé et Van den Boomen a changé quand même la tournure du match. Et puis c'est là, c'est quand on se dit le renouveau dans cette équipe par rapport à la mentalité aussi, à l'implication des joueurs, ça se ressent réellement. On voit vraiment Hilé, même il vient de marquer un quadruplé contre Sochaux. Là, il se retrouve à Trélissac pour un vieux match de coupe avec un terrain de merde. À 10 minutes de jeu. Non, mais voilà, 10 minutes de jeu, il marque son but, il fait les efforts, il va chercher les fautes. Enfin, c'est vraiment une mentalité. Quoi ? Ça sent la connerie. Mais ça va, c'est comme sympa, t'as des truffes là-bas, t'as le Périgord noir, tu vas te balader, la Dordogne, les Anglais, l'envahissement. Il est chez lui là-bas, il y a que des Anglais en Dordogne. Ouais. Censure-le bordel. Je voulais mettre en avant l'implication vraiment de tout l'effectif, où on sent vraiment qu'il y a même Ngoumou qui rentre, qui est hyper intéressant, qui amène toutes les occasions de fin de match. Ouais. C'est lui qui va provoquer le second but. Donc c'est vraiment, du moins, offensivement, se dire qu'on a cette puissance-là sur le banc, c'est quand même vachement intéressant. Quoi. Le coaching a été bon, hein, je trouve. Ado, pareil, c'est lui qui est impliqué sur le but. Hein, donc, oui. Les 4 joueurs qui sont rentrés ont fait du travail et ont fait peser la balance du bon côté pour moi sur ce match. Messieurs, les tops, les flops. Est-ce que tu veux commencer par le flop général du côté TFC qui est Begraoui? C'est celui qui revient largement le plus. Chez Anaïs, bon, Auxence, on n'en parle même pas. Bastien aussi, flop trop personnel pour lui. Moi aussi, on l'a pas vu du tout. On sent le joueur en fait qui a envie de faire la différence et qui a envie de se libérer avec ce but. Enfin, je sais pas. On sent vraiment ça fait des efforts, mais c'est quand même en dessous des autres.
Donc j'espère voilà, qu'il y aura quand même ce but qui va le libérer. Mais on sent qu'il y a ce truc de vouloir faire la différence et de vouloir marquer pour se libérer. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le... S'il s'entête, ça va le bloquer. Et puis voilà, il n'aura jamais son match référence cette année. Quoi. Vincent, des tops, des flops, autres que Belgraoui, pardon. Non, personnellement, non. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont été pour moi juste la moyenne, mais j'en ai pas vu un pour moi qui s'est totalement effondré. Bon, Dessler, on l'a moins vu qu'à l'accoutumée en Ligue 2. Mais en soi, il n'y a personne qui m'a choqué. Alors que vraiment, Belgraoui est vraiment un cran dessous pour le coup. Et Costa, du coup, pardon. Oui, vas-y. Je prends le rôle de l'animateur. Vas-y, Costa, qui était, si je dis pas de conneries, deuxième. Ouais, sa deuxième. Je crois. Intéressant. Je trouve la présence sur coup de pied arrêté qui a été autant les coups de pied arrêtés offensifs que défensifs. Et puis la charnière avec Nicolas Hyssen aussi, où ils n'ont pas forcément été inquiétés. Mais premier but en pro, non, oui, Costa? Premier but en pro. C'est toujours important, il égalise, nous relance. La confiance, c'est important. Il est jeune, Costa aussi encore. Une mise en confiance aussi. Ouais, totalement. Tu sais que le coach peut te faire confiance, tu sais que tu peux marquer des points. Donc c'est bien. On parlait la dernière fois des problèmes de riche qu'on avait en défense avec la rotation. De plus, hein. Donc, pourquoi pas, si un joueur peut se montrer avec un profil différent, il peut amener de la taille. C'est vrai qu'on n'a pas de profil de joueur hyper grand, un peu comme à l'époque on avait Julien ou Diop, où on savait qu'il pouvait te débloquer des matchs sur des coups de pied. Les tireurs de correcta en plus, c'est toujours agréable. Donc non, mais... plutôt intéressant à voir pour la suite. Non, mais c'est vrai que c'est une progression, il est en train de trouver son rythme de croisière, Costa. Les tops, messieurs, on enchaîne. Les flops, l'humour de Vincent, du coup. Top. Les tops des Indians. Encore une fois, ils ont fait le déplacement. Le magnifique tifo, du coup, ils ont fait un tifo humain. Ils sont arrivés, pas de drapeau, mais chacun avait une couleur différente. Bon, violet et blanc, bien sûr, mais pour faire vraiment une animation visuelle au moment du coup d'envoi. Ils ont allumé tous les fumigènes d'un coup quand les joueurs sont rentrés sur le terrain. Donc France 3 a eu la très bonne idée de changer l'image au bout de 15 secondes. Mais on a pu voir quand même quelques images et surtout la vraie ambiance où on les entendait chanter tout le long. Je me suis surpris plusieurs fois dans mon salon à entonner les chants par réflexe, tellement qu'on les connaît par cœur et qu'on est encore dans l'ambiance de Sochaux. Donc encore une fois, un très beau déplacement, un très beau travail et une très belle animation et encore un moment de communion avec les joueurs en fin de match. Ouais. Et puis de très proche parce que le terrain en plus était particulièrement accessible. Messieurs, le prochain tour ça sera Nîmes au Stadium. On ne sait pas qui va délaisser la recette. En tout cas, le TFC l'a laissé à l'autre TFC. Donc ça c'est bien pour eux. Nîmes, on espère passer encore un tour. Ouais. C'est un petit derby, mais on aurait aimé un autre derby quand même. Mais ça, on peut espérer une équipe du même niveau. Peut-être Nîmes qui va faire tourner aussi. Nîmes qui, je ne veux pas dire de bêtises, n'est pas forcément à l'abri en seconde moitié de tableau. Donc peut-être que la Coupe de France ne sera pas un objectif. Nous, on peut se dire que la Coupe de France ne peut pas être un objectif étant donné qu'on va jouer le titre. À voir si ces deux équipes qui tournent, j'espère qu'elles vont passer les tours. Il y a un avantage cette année, c'est que le 16e, qui pour moi le premier vrai match important de coupe, il est en janvier. Donc tu peux le préparer plus sereinement. Si tu es une équipe de Ligue 2, tu connais un peu son adversaire du coup. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer si on arrive à se sortir de Nîmes dans cette Coupe de France là. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Bonjour Baptiste, bienvenue. Et c'est le compte Le Petit Chamois et non pas Le Petit Chamois Niortais. Je me suis trompé, désolé. Comment ça va Baptiste? Souci, bonjour. Bienvenue dans l'émission, comment tu vas? Merci, je vais très bien. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Écoute, chaque semaine, on essaie d'appeler des supporters adverses pour nous présenter leur club parce que qui de mieux qu'un supporter pour en parler. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ton compte aussi? Alors moi rapidement, moi je m'appelle Baptiste, je suis supporter de Chamois Niortais depuis très longtemps, une trentaine d'années quand même. Je m'occupe d'une communauté sur internet qui est à la fois sur Twitter, à la fois sur Discord, à la fois sur un forum c'est le forum qui a été créé en 2002, donc il y a vraiment très longtemps. Voilà, et en fait, et après je suis moi-même, c'est-à-dire là, tel que je me présente aujourd'hui, évidemment, c'est à titre personnel que je me présente, donc voilà, donc je suis l'actualité du club depuis très longtemps, et évidemment, j'anime tout mon petit monde autour du club, voilà. C'est super, c'est génial.
Écoute, nous, c'est un petit peu pareil. Hein, bah oui, j'imagine. C'est un peu la même chose et c'est pour ça qu'on est très content de te recevoir parce que tu vas pouvoir nous donner de belles infos sur Niort et on sera sûr de ne pas se tromper comme ça surtout. Déjà, comment tu juges le début de saison de Niort, qui est une équipe d'ailleurs qui on entend souvent parler, qui joue bien cette saison, pardon. Oui, c'est ça. On peut dire que nous, en tant que supporters, évidemment, quand une saison démarre, on espère toujours faire une belle saison, évidemment. Mais si on se réfère à la saison précédente où on s'est sauvé une extrémité au barrage, évidemment, on avait aussi des craintes de vivre une saison galère, etc. Donc le fait est que là, pour le moment en tout cas, on est sur un très bon rythme, on est sur quelque chose qui permettrait de nous maintenir entre guillemets facilement. Donc évidemment on est satisfait. Reste maintenant évidemment que la saison est encore longue, qu'il y a encore beaucoup de matchs à gagner, beaucoup de matchs à jouer. Et qu'à ce titre-là, il va pas falloir mollir, parce que la saison dernière on était aussi parti très bien. Ouais. On avait même été dans les premières places pendant pas mal de journées au début, puis on s'était effondré. Alors bon, on peut espérer que cette saison, on a quand même appris déjà de la saison dernière, et puis l'effectif, globalement, on va en parler après, mais bon, il est à peu près le même avec une année de plus. Donc on a quand même, je pense, un peu plus de maturité que de la saison dernière. C'était quoi les objectifs du début de saison du club, déjà les objectifs officiels, mais aussi les attentes des supporters de votre côté? Alors, ça va peut-être faire rigoler, mais en fait, je pense que c'était plus pessimiste chez les supporters que du côté du club. C'est souvent comme ça. Savoir que je pense que le club, il avait comme, on va dire comme ambition de faire mieux que la saison d'avant. Bon, du coup, mieux que la saison d'avant, c'est juste un maintien, on est d'accord. Mais je veux dire, on pense quand même globalement que le club vise en gros le milieu de tableau, le ventre mou, ne serait-ce que pour qu'il y ait une progression en fait d'une saison à l'autre. En fait, c'est assez logique. Et les supporters, eux, en tout cas, dans leur majorité, étaient plutôt inquiets. Ça allait des supporters pensant carrément qu'on allait au grand national, en passant par des gens comme moi et comme d'autres, qui se disaient qu'on avait les moyens, en tout cas au niveau de notre effectif, pour se maintenir, on va dire, de manière un peu plus tranquille. Voilà. Donc donc là, on se situe pour l'instant sur la fourchette haute de nos ambitions respectives. Ouais. Alors, surtout que cette Ligue 2, nous on en parle souvent ici, mais elle est quand même très, très dense et tout le monde peut gagner tout le monde. Il y a pas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas un gros favori comme l'année dernière pouvait l'être 3, même si nous on est en train de se détacher, mais en tout début de saison, on ne pouvait pas sortir une équipe ultra favorite. Donc c'est vrai que on était tous un peu... Je trouve que la Ligue 2 a quand même comme une particularité saison après saison qui quand même est sans cesse, je trouve, prouvée. C'est que d'une saison à l'autre, on voit souvent des équipes qui étaient dans la charrette faire des bonnes saisons suivantes, et à l'inverse des équipes qui caracolent en tête et qui échouent dans la montée, se taper des saisons galères la saison d'après. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une espèce de, pas de remise à zéro, mais en tout cas que c'est pas gagné d'une saison à l'autre pour savoir qui va se détacher et qui va vraiment performer, quoi. C'était donc une stratégie de passer à 10 minutes de la descente en Nationale 1 pour pouvoir remonter l'année prochaine en Ligue 1, c'est ça? On rigole, mais alors honnêtement, évidemment, ça peut pas être une stratégie, mais clairement que quelque chose soit né ce jour-là, ça c'est évident par contre. C'est-à-dire que je pense que le fait que du coup le groupe a peu changé et qu'on retrouve les mêmes joueurs de base, le fait d'avoir traversé ça ensemble, ça a forcément soudé les gens et ça a forcément créé du lien et créé de l'énergie positive. On casse tout d'un coup une espèce de dynamique très négative sur la fin de saison dernière pour la transformer en une espèce d'énergie salvatrice et qui permet de rebondir sur une saison plus positive. Alors évidemment, une fois de plus, je modère mon propos en disant qu'on n'est pas encore en fin de saison, mais je pense réellement en tout cas que la finalité du barrage avec notre maintien nous a permis en tout cas d'attaquer la saison d'après bien mieux. Ouais, puis c'est la naissance d'un groupe, tout simplement. Exactement, tout à fait. Bon, quelles sont les forces de Niort? Quels sont les joueurs à suivre ou vos forces principales? À mon humble avis, les forces de Niort, déjà, c'est sa jeunesse, puisqu'on est une équipe très jeune. Je crois que c'est l'équipe la plus jeune de Ligue 2, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, évidemment, ça veut dire de la fougue, ça veut dire de l'insouciance, ça veut dire de la prise de risque, ça veut dire, voilà, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est un peu notre force. On a aussi une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de point faible, on n'a pas une ligne faible, même si après, évidemment, en fonction des aléas de la saison, on a été moins bon en défense là sur les derniers matchs par exemple. Mais on va dire sur une globalité, on n'a pas de point faible. On est plutôt cohérent au niveau de notre effectif. Et puis je dirais sinon qu'après nos points forts, ça va être notre trio offensif Moutoba, Vallier et Demzeni, qui sont de très bons animateurs de jeu,
et qui permettent de servir dans de super conditions la pointe qu'on a devant, donc qui depuis le début de saison et Joe Mendes, mais qui pourrait très bien être Sissoko qui revient de blessure par exemple. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est surtout notre trio offensif qui anime très bien le jeu. Et puis après derrière, si on revient un petit peu derrière, on a Dylan Loiser, notre capitaine, qui est vraiment un métronome. Il n'y a pas de mot à dire, c'est parfait, c'est vraiment ça le métronome de notre jeu. Et puis derrière, encore derrière, dirais-je, on a la doublette en charnière centrale, Conte-Passy. Alors là, ça a été avec des hauts et des bas, parce que Passy, parfois, est blessé, il n'était pas là le match dernier, et Conte, malheureusement, il est capable de très belles performances, mais il est aussi capable de passer à travers. Mais en tout cas, quand c'est solide, quand c'est dans le bon match, c'est bon, c'est très bon. Ok. Les gars, c'est des questions de Nathan, ouais. De ce qu'on a vu du début de saison de New York, c'est un peu une équipe qui souffle le chaud et le froid, surtout à domicile. Par exemple, vous avez gagné 4-1 contre le Paris FC, puis vous avez perdu à domicile contre Nancy qui fait une saison galère. Nous à domicile on souffre, il n'y a pas de mots, il y a pas d'autres mots. Moi autant j'ai pu être surpris par les victoires qu'on est allé glaner à l'extérieur ou même simplement nos performances globales, autant j'ai vraiment été très déçu des défaites à domicile parce que c'était des équipes à notre portée. Mais je pense que après quand on analyse statistiquement dans le jeu, on peut s'en surprendre, mais on peut pas non plus être extrêmement surpris parce qu'on est une équipe qui n'est pas vraiment le jeu en fait. On est une équipe de réaction, on est une équipe rapide qui joue beaucoup en contre. Et qui joue, qui est assez réaliste en tout cas depuis le début de saison. Donc du coup, dès lors qu'on doit faire le jeu, qu'on doit mettre ce premier but et bouger devant, on a plus de mal. Déjà c'est le premier point. Et puis ensuite, je parlais de la jeunesse tout à l'heure en point fort, mais si on évoque les points faibles, peut-être un peu plus tard dans l'interview, les points faibles c'est cette jeunesse en fait. C'est-à-dire que notre point fort c'est notre point faible. Donc ça veut dire que d'un match sur l'autre, on peut passer à travers, que les joueurs manquent peut-être de consistance parfois pour faire des performances longue durée, match après match, quoi. Moi, New York, c'est vraiment une équipe que je crains. Déjà, l'an dernier, on avait perdu, on va dire, dans le sprint final. Il me semble qu'on avait perdu 1-0 chez vous. Honnêtement, je veux dire, je vais pas jouer le pronostiqueur comme ça. On va y venir après, de toute manière. Voilà, mais je veux dire, c'est un match très ouvert, je pense, parce que même si Toulouse, sur le papier, en tout cas, il n'y a rien à dire, vous devriez. En gros, si vous gagnez, ça sera logique. Mais je pense réellement qu'en effet, on réussit plutôt pas mal contre les gros, en tout cas les équipes qui sont en tête. Et puis si jamais vous faites le jeu, si vous essayez d'aller gagner ce match chez nous, c'est pas impossible que du coup ça nous donne des munitions, voilà, pour être tout à fait clair. Vincent, une question ou après? Oui, si j'avais une question tout simplement par rapport quand on regarde le calendrier du TFC, on a eu 2 matchs de Coupe de France alors que New York n'a pas pu la disputer. Comment vous, toi en tant que supporter et aussi la communauté de supporters, vous avez vécu le fait de ne pas pouvoir la disputer? Alors là, on va dire qu'il y a des camps qui s'opposent parce que c'est trop lourd comme terme, mais on va dire que évidemment c'est très décevant quand on ne dispute pas la Coupe de France, parce que par définition la Coupe de France c'est quand même des émotions, c'est quand même c'est la légende, c'est des matchs, même si c'est des matchs dans la bouillasse, dans des toutes petites villes, c'est toujours assez épique, c'est toujours intéressant. Par contre, d'un point de vue purement sportif, c'est-à-dire pour la performance d'une saison, on peut penser qu'on a laissé moins de plumes que des équipes en effet qui ont pas les disputer justement ces fameux matchs galères sur des terrains détrempés. Et donc du coup je pense que l'un dans l'autre ça nous avantage en championnat par rapport à la fraîcheur qu'on peut avoir dans les têtes. Parce que quand on prend une élimination contre des N2 ou N3, ça fait un peu mal aux fesses. Voilà, maintenant, c'est pas ça qui nous sauvera. Clairement, voilà, on va dire que à mes yeux, on peut être autant déçu de ne pas avoir disputé cette coupe que, on va dire, se dire que ça pourrait être, en tout cas, un avantage pour nous dans les matchs à venir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tu peux nous rappeler pourquoi vous n'avez pas disputé la Coupe de France? Alors, c'est assez simple. En fait, il y a eu un changement d'actionnaire à la tête du club il y a de ça maintenant 2 saisons. Ouais. Un nouveau président et un nouvel actionnariat. Et en fait, il devait se présenter à la DNCG pour faire valoir ce changement à la tête du club. Et en fait, la DNCG a estimé qu'il y avait pas qu'il y avait changement de propriétaire, alors que le club a estimé qu'il y avait un changement d'actionnaire. C'est un petit peu différent. En gros, c'était des gens qui étaient déjà à l'intérieur du club, mais qui en fait ont racheté des parts. Et la DNCG a estimé que c'était un changement à la tête du club. Alors moi, je ne rentre même pas dans le débat juridique de savoir qui a tort, qui a raison, mais en tout cas, on a été sanctionné d'une amende et d'une interdiction de Coupe de France.
D'accord. Alors la seule chose que je peux dire, c'est que par contre, moi je trouve ça extrêmement violent. Ce que je veux dire par là, Ouais. c'est que on n'a pas truqué de compte, on n'a pas, enfin, je veux dire, en gros, il n'y a pas. La seule faute, c'est de ne pas avoir finalement demandé convocation et demandé audience. Peut-être que le fait de s'appeler le Chamois-Niortais, pas le Paris Saint-Germain ou le Lille, moi, Lille je rentrerai Bordeaux, même pas ça là-dedans, mais je trouve doit, qu'en tout cas, ça doit pas aider. clairement, être interdit de France pour simplement ne pas avoir Ouais. demandé une audience, je trouve ça extrêmement. Ne soyons pas complotistes, mais ne soyons pas naïfs non plus. Non, voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus envie de dire, voilà, Bien ça sûr. sert à rien d'être complotiste, mais c'est, en tout cas, je trouve que c'est disproportionné. Ouais, totalement. Personnel, hein. Non, mais on te rejoint tous, je pense. Ouais, j'avais une question sur l'effectif. Tu nous as parlé un petit peu de la jeunesse. Est-ce qu'il y a un centre de formation performant du côté de Niort? Est-ce qu'il y a des jeunes justement de ce centre-là qui montrent un petit peu des bonnes prédispositions et qui gagnent du temps de jeu en Ligue 2 dans votre équipe? Alors, très clairement, Niort, depuis très longtemps, est connu pour son centre de formation. Et on a formé beaucoup de joueurs, soit en formation, soit en post-formation, qui aujourd'hui évoluent en Ligue 1, qui évoluent aujourd'hui en Ligue 2. On est vraiment connu pour ça. Et d'ailleurs, à l'époque où on est descendu en amateur, puisqu'on est descendu en national, puis après en CFA, c'est vraiment notre centre de formation qui nous a sauvés, pour le coup. Donc aujourd'hui, on a une politique qui est toujours très axée sur les jeunes, sinon on n'aurait pas une équipe aussi jeune. Mais c'est vrai qu'on a mixé à la fois le vivier qu'on a à domicile de joueurs de notre centre de formation et des joueurs qu'on récupère en post-formation, donc assez jeunes, et qu'on va finir de former chez nous. Donc oui, pour répondre clairement à la question, non seulement on a des jeunes joueurs sur le terrain, mais on a aussi des joueurs qui poussent derrière. Et d'ailleurs, sur le banc, c'est majoritairement des joueurs du centre ou des joueurs post-formés. C'est peut-être la seule différence avec il y a peut-être 5 ans, où vraiment on n'avait que des joueurs du centre de formation, alors qu'aujourd'hui, on va avoir des joueurs qu'on recrute et qui mettent 2-3 ans à mûrir chez nous avant d'exploser. Et c'est d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils partent généralement après dans d'autres clubs, ce qui est assez logique quand ils commencent à performer. Et du coup, finalement, c'est ceux qui étaient là la saison d'après, qui sont arrivés en post-formation ou en formation la saison d'après, qui prennent la place. Un joueur comme Bilal Boutoba, la saison dernière, voilà, il était déjà là, mais il n'était pas encore prêt à être performant. Cette année, il l'est. Si Bilal part en fin de saison, il sera sûrement remplacé par un de nos jeunes joueurs qui, j'espère, offrira ce genre de prestations. On peut penser à Tormin, Byron Tormin qu'on a récupéré à Saint-Etienne par exemple, ou à Godwin Bentil qu'on a récupéré au Havre. Voilà, bon, c'est le genre de jeunes joueurs qui aujourd'hui n'ont pas encore beaucoup de temps de jeu, mais qui sont amenés à être des titulaires la saison prochaine par exemple. J'allais te demander des noms, mais tu l'as fait, donc c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Et est-ce que tu suis un peu le TFC du côté de Niort? Alors, je serais malhonnête en disant que je vous suis de manière assidue, mais par contre, évidemment, je suis la Ligue 2, donc oui, voilà. je connais un petit peu je sais la saison que vous faites, et en plus, bon, c'est un grand club. Et quel est ton regard d'ailleurs? Parce que nous, ça nous intéresse, que ce qu'on dit à chaque fois, c'est que nous, on est à Toulouse, on est entre nous, on aime le club, on le supporte, on en parle toutes les semaines, etc. Mais c'est vrai que comment vous nous voyez de l'extérieur? Comment vous nous voyez de l'extérieur? Déjà, pour moi, Toulouse, c'est une grande ville, déjà pour commencer d'un point de vue du nombre de personnes, et ensuite, c'est un club qui a quand même beaucoup d'années en Ligue 1. Enfin, pour moi, c'est un club qui est vraiment le club typique, qui est entre la Ligue 2 et la Ligue 1, mais plutôt un club de Ligue 1 qu'un club de Ligue 2. Donc, par définition, chaque début de saison, je le mets dans les favoris, ne serait-ce que parce que c'est l'ambition. Je veux dire, et ça pourrait être vrai aussi d'un club comme Le Havre, ça pourrait être vrai d'un club comme Caen. Bien sûr. Maintenant, par rapport à vos performances, moi j'ai vu, je me rappelle très bien de la maison galère en Ligue 1 que vous avez eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est dur de se relever de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour changer d'air et pour faire tourner le vent, parfois on n'y arrive pas. Ah on a tout changé. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que même en changeant tout, c'est pas rare que les clubs fassent, par exemple, tombent 2 fois de suite. Ils soient 2 fois relégués, c'est pas rare. Donc, voilà. Mais par contre, je pense que quand on arrive à faire tourner le vent, et quand on arrive en effet à faire ce que vous êtes en train de faire, alors on a toutes les chances d'y arriver. Enfin, je veux dire, on a toutes les chances d'aller au bout. Voilà. Donc Toulouse est un club auquel je crois, ne serait-ce que pour ça. Voilà, vous avez réussi, ce qui n'était pas évident. Alors évidemment, la fin de saison tendra à prouver ce que je dis ou pas. Mais en tout cas, vous avez réussi à mes yeux à retourner le vent et à faire en sorte que maintenant vous l'ayez dans le dos, quoi. Il y a un joueur que tu apprécies à Toulouse? Que tu aimerais les piquer, par exemple? Ouais, je les connais pas assez bien malheureusement. Là, pour le coup, j'ai pas envie de
Ok. J'ai pas envie de dire de nom et de me tromper ou de faire voilà, je vais pas faire l'expert qui n'en est pas un. Pas de souci, tu as raison. Par contre, on vous craint parce qu'évidemment, on sait que vous êtes puissant devant, solide derrière. Ouais. Vous êtes jeune comme nous, en plus vous avez aussi une équipe Oui, jeune. mais avec pas mal d'expérience. Mais après, moi, ça m'a fait un petit peu peur parce que tu nous as dit que tu étais une équipe de contre et que cette année, ceux qui nous ont battus, c'est les équipes qui nous ont pris en compte, comme Caen, qui était venu carrément faire un hold-up chez nous et qui l'ont très bien réussi en étant en gros bloc bas, en étant des attaques rapides et en temps réaliste. Notre différence, c'est que je pense pas que nous, alors quand je dis équipe de contre, en fait, il faut voir plutôt la notion de vitesse et la notion de réalisme. Mais on n'a pas forcément un bloc bas. On a des qualités techniques certaines pour les 3 joueurs dont j'ai parlé, par exemple, Benzemi, Vallier et Boutova. Et après, on est surtout une équipe qui court. C'est-à-dire qu'on se base non pas sur la possession, mais sur le fait d'avoir beaucoup de courses, beaucoup d'intensité en fait dans le jeu. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, on peut prendre à défaut une équipe qui ne mettrait pas son intensité. Donc je pense que c'est plus ça à la limite. Ouais. C'est plus la vérité d'un match n'est pas la vérité d'un autre. Si vous mettez de l'intensité, on aura sûrement du mal parce qu'on a du mal à faire le jeu. Mais par contre, si jamais vous avez une petite baisse d'intensité ou si vous nous laissez un petit peu le fait de pouvoir en mettre, on risque de vous poser des problèmes. On risque de vous poser ça va être un joli match en tout cas. Vincent, une petite question. Ça risque d'être un match, un joli match, sûrement offensif, j'espère en tout cas. Dernière question avant les pronos, c'est une question d'Amaury sur le Facebook Live qui connaît pas forcément le club de New York, qui demande qui sont les joueurs emblématiques qu'il y a eu dans l'histoire de ce club. On peut citer quelques joueurs, en effet. Bon, le plus connu, parce que c'est le plus ancien, enfin, quand j'ai dit plus ancien, pas en âge, mais le plus connu en tout cas des vieux, c'est Abedi Pelé. Abedi Pelé qui a démarré chez nous, on était en Ligue 2 et qui nous a fait monter en Ligue 1, qui ensuite après a fait la carrière qu'on sait avec tous les ballons d'or africains qu'il a pu récolter. Plus récemment, on a Peggy Lvindoula qui était au PSG, que vous pouvez connaître de nom en tout cas. On a eu Philippe Biolo à Auxerre, on a eu Christophe Jallet. Qui a fait une carrière il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été formé au club. Christophe, c'est vraiment un Niortais pure souche. Aujourd'hui, en Ligue 1, on a Junior Sambia qui joue à Montpellier. Ouais. Voilà. Il y a quand même des petits joueurs, Bon, j'en oublie. Là, je te l'ai cité à bout de point sans avoir préparé la question. Oui, mais c'était juste pour avoir un genre emblématique. Voilà, on a Kimi Algerino, on a. Je suis sûr que je vais m'en vouloir d'avoir oublié ce que j'ai oublié, mais voilà, on a pas mal de joueurs. On a pas mal de joueurs formés chez nous qui, en fait, c'est vraiment l'ADN de notre club, la formation. Donc, pour le coup, et aujourd'hui encore, on continue. Mais c'est bien, il faut. De toute manière, c'est comme ça que ça paye aussi. Enfin, nous, Toulouse, on est très formateurs et c'est vrai que ça nous a sauvé déjà. Surtout, en fait, je pense que ça dépend toujours après des budgets. C'est surtout que là, on a le budget qu'on a, on a le club qu'on a, sans centre de formation, sans former les mecs, on n'a pas le budget pour aller finalement acheter sonnant et trébuchant des buteurs ou des joueurs qui ne seraient pas post-formés ou qui ne seraient pas formés chez nous, tout simplement. Allez les gars, on va passer au prono. Après toutes ces informations, on va commencer côté toulousain, on finira du côté de New York pour faire pencher un peu la balance, parce qu'à mon avis, ça va être assez positif ici. Elliot, on va commencer par toi. Je te vois te recoiffer là. Rapproche-toi du micro, qu'est-ce que tu vois comme résultat ? Vu ce que nous a dit Baptiste, je pense que ça va être un match serré, donc je dirais un petit 3-2 pour Toulouse. Oh, avec des buts. Tu nous donnes des buteurs ou pas ? Je dirais un petit doublé de Ilé. C'est son côté anglophone, ça, Ilé. Et du coup, s'il joue, un but de Nico Leysen. Nathan. Match serré, je vais dire 2 buts à 1. On gagne 2-1 avec un but de Ngoumou et un but de Jagger. J'ai les pronos de Mehdi qui n'est pas là, qui a mis 2-0 avec Ilé Ngoumou, 2-0 aussi pour Auxence avec Ado Dessler. Et mon prono, ce sera un partout avec Boutoba pour Niort et Ratao pour le TEF. Il fait le malin ici des joueurs d'en face. Il n'en connaît qu'un seul. Bref. Baptiste, ton prono, faire pencher la balance. Moi, tiens, mon prono, pour être tout à fait honnête, on a des joueurs on ne sait pas s'ils seront là encore. Et ça va jouer. On n'en a pas parlé, mais un joueur comme Brian Passy derrière, s'il est absent, s'il est présent, déjà ça va changer des choses. Ouais. Pareil pour Sissoko, notre buteur. Si jamais il est présent, ça sera probablement une pièce maîtresse de plus. Donc moi, je vais dire un partout. En tout cas, je ne nous vois pas perdre. Ça, c'est sûr. Donc je nous vois gagner 1-0 ou faire un partout. Et puis je vais dire un but de Sissoko.
Un partout, c'est quoi? Il y en a Auxence qui nous dit un petit 2-0 Ado Dessler sur notre conversation. Baptiste, on te remercie d'avoir participé avec écoutez, nous. ça fait vraiment avec plaisir. Voilà, en tout cas, je souhaite qu'on fasse un bon match et que ce soit agréable pour les deux équipes. Que ce soit pas un match pourri avec des décisions arbitrales de merde. Ah, ça. Si tu es disponible mardi prochain, on fait les débriefs. Alors c'est en début d'émission, mais c'est avec plaisir que tu peux revenir. On débriefera tout ça. On te retrouve où, Baptiste? Alors, on me retrouve moi sur Twitter avec le petit arrobase le petit chamois, tout simplement, ou petit chamois, d'ailleurs je sais même plus, mais enfin bon, vous me trouvez comme ça. Et puis sinon après lepetitchamois.com où vous pourrez avoir les adresses qui vous mèneront sur le channel Discord où on accueille avec plaisir les supporters adverses, et sur le forum, notre vieux forum qui marche toujours très bien. Et puis voilà. Eh ben super, merci à toi en tout cas d'être venu dans l'émission. On se rappelle mardi pour débriefer tout ça et on te souhaite un bon match. Bien. Allez, bon match à vous aussi. Ciao, à bientôt. Ciao. Au revoir. Pour terminer cette émission, on n'aura pas le temps de faire le quiz, mais il y avait une petite question, les gars, juste comme ça, je vous prends la volée là. Quel Toulousain était fort manieur? Wow. Chez nous actuellement? Non. Ah, pas on l'a reçu dans l'émission. C'est un défenseur, hein? On l'a reçu dans l'émission. Ah, mais c'est Capou. Étienne Capou. C'est Étienne Capou. Ouais. Étienne Capou, 95 de 2002. Bon, il est formé. Voilà. Il a fait ses classes à Niort. Hein. On peut arrêter l'émission là. Mais voilà. Oui. Quel Toulousain a marqué un doublé lors du dernier match à Niort en Coupe de la Ligue en 2020? Oui. Gradel. Et c'était pas un doublé. C'est Gradel et Sanogo. Ah, c'était pas un doublé. Attends, c'est en quelle année t'as dit? Le dernier match, c'est ta dernière victoire du TEF pendant 6 mois. C'était en 2019 et c'est Sanogo et Gradel. C'est pas un doublé de Sanogo? Non, il est marqué. Non, il y a Gradel. Après il glisse. Ouais. Moi j'avais un quiz sur le Niort de 2003, mais bon, ça c'est. Bref, je vous le fais en off. Les gars, on va lâcher juste une petite info, Vincent, avant de nous quitter. Ouais, un petit coucou au TFC qui a décalé son space à demain soir, mercredi. Donc c'est sur Twitter, c'est un live audio, tout le monde peut participer. Le thème de demain soir, TFC RAF, derby ou pas. Rendez-vous 20h, nous on y sera. Ouais. Allez, merci Elliot, merci Nathan, merci Vincent, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur 90.3 et en rediff sur YouTube et Spotify. Bye bye.